Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et avant de commencer cette émission, la première de l'année, j'ai le plaisir de vous souhaiter une excellente année. Et comme les débuts d'année sont souvent source de bonnes résolutions, aujourd'hui on va s'interroger sur un numérique éthique. Alors au programme, nous tenterons de comprendre s'il faut repenser le rôle de nos institutions à l'heure où le monde se déchaîne sans filtre sur les réseaux sociaux. On s'interrogera sur notre contribution au monde professionnel à l'heure de l'intelligence artificielle. Et pour finir, nous vous ferons découvrir une start-up qui vient bouleverser les codes des services funéraires. Et oui, c'est important de penser à nos anciens en vous accompagnant dans son parcours complexe. Le numérique pour tous spécial éthique et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale éthique et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir un homme au profil atypique. Il est prêtre dominicain, mais il est aussi président de la Human Technology Foundation, un think tank international dédié à l'impact de la technologie sur l'humain. Éric Salobir, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui et de commencer l'année avec vous. Et on va tenter de bien commencer cette année en essayant de comprendre ce que seraient les bases éthiques dans le domaine de la technologie. Donc, concrètement, pour commencer, Éric, j'ai envie de vous demander, quand on parle de l'impact des technologies sur l'humain, c'est quoi les grands enjeux ? Alors bonjour Vanessa, les grands enjeux de la technologie en ce moment, c'est d'abord un impact sur notre tissu social. On voit un impact sur la démocratie avec les réseaux sociaux. On voit un impact aussi sur la façon dont on interagit les uns avec les autres. Plus tard, on parlera de la façon dont on interagit avec les morts. C'est aussi un impact sur le travail. Beaucoup de gens voient l'arrivée de l'intelligence artificielle générative comme le risque de bouleverser le monde du travail, peut-être la peur de se faire remplacer. Est-ce que c'est ça le grand remplacement finalement ? C'est pas un remplacement par un autre humain, c'est un remplacement par une machine. Et puis l'autre point, c'est finalement l'impact sur notre capacité à être humain, à prendre des responsabilités, à prendre notre vie en main. C'est ce qu'on appelle, en français c'est pas très beau, l'agentivité, human agency. Est-ce que soi-même on dirige sa vie, est-ce qu'on l'a en main, ou est-ce que ce sont les algorithmes quelque part qui nous pilotent ? Alors justement, Éric, vous parliez des réseaux sociaux et quand on voit le déferlement de violence, notamment sur X, anciennement Twitter, toute cette critique des institutions et aussi des algorithmes, vous en parliez, qui mènent au suicide. Est-ce que les écrans nous protègent ou alors est-ce qu'ils nous éloignent de la relation à l'autre ? Mais c'est assez ambivalent. Les écrans font écran. De deux façons. D'un côté, effectivement, ils protègent, mais plutôt ceux qui vont vouloir rester dans l'anonymat, c'est-à-dire par exemple des lanceurs d'alerte, ou un certain nombre de gens qui peuvent être un peu irresponsables. Et puis, de notre côté, ça nous éloigne quelque part, ça met une barrière entre les gens, mais aussi ça nous rapproche d'une certaine façon, parce qu'on oublie que l'écran, c'est vrai, dans une famille, on peut avoir l'impression que chacun a le nez sur son écran et que finalement on se parle plus, mais ces ados qui passent leur temps sur les écrans, en fait, ils sont en contact avec d'autres ados et finalement, ça tisse d'autres liens. La question, c'est parfois, est-ce qu'on n'est pas trop liés ? Est-ce qu'il y a des moments où il ne faudrait pas qu'on déconnecte un peu ? Parce que finalement, tout ce bien que nous apporte la technologie numérique, en surdose, ça devient un peu une overdose. Mais cet échange, j'insiste sur cette violence sur les réseaux sociaux, pour vous, ça ne traduit pas un malaise de notre société ? Je pense qu'en fait, la technologie, il ne faut pas avoir une approche fétichiste de cette technologie. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que c'est la technologie qui pose des problèmes. La technologie, soit elle révèle, soit elle sert de chambre d'écho à des difficultés qui sont des difficultés sociétales. Et donc, quand on voit effectivement qu'on a des combats entre groupes humains, des tensions, etc., en fait, les réseaux sociaux sont le lieu parfait pour voir se révéler ces tensions. Et c'est vrai qu'on s'est dit au début, quand on a vu arriver les réseaux sociaux, c'est super, enfin, une démocratisation de la parole publique. On n'est pas obligé de passer à la télé, d'être interviewé, etc. Tout le monde peut s'exprimer, donc c'est cool. Mais en même temps, la démocratisation, c'est aussi une prolifération, et on voit que malheureusement, tous les humains n'utilisent pas cette capacité qui leur est donnée de prendre la parole dans l'espace public au bénéfice de tous. Mais justement, aujourd'hui, il n'y aurait pas une façon de repenser ces réseaux sociaux qui soit la base d'un nouveau dialogue, mais qui soit vraiment constructif ? Alors la difficulté, c'est que les réseaux sociaux, leur business model, le peu d'acteurs dans ce monde des réseaux sociaux, parce que finalement c'est une poignée qui tient toute l'audience, ça c'est déjà très largement fixé. Et on voit avec les textes européens, DSA, DMA, pour entrer un peu dans la technique juridique, on va dire, c'est la difficulté de mettre en œuvre ces textes et la difficulté de faire changer des business models qui existent déjà depuis un moment. C'est pour ça que nous, au sein de la Human Technology Foundation, on travaille
travaille sur les nouveaux business models, sur le Web 3, sur le métavers, sur l'arrivée de l'IA générative, des choses qui vont complètement rebattre les cartes. Pour moi, la chance qu'on a, c'est que comme la technologie va très vite, il y a une nouvelle vague à peu près tous les 6 mois et les cartes sont régulièrement rebattues. Donc repérons la prochaine vague et surfons la prochaine vague. Et vous n'avez pas l'impression, Eric, en fait, que ces grandes plateformes, elles peuvent devenir des empires politiques, justement, et surpasser nos institutions ? Alors oui et non. Je pense que d'un côté, les grandes plateformes sont déjà des empires économiques avec une capacité d'investissement largement supérieure à celle des États. On le voit dans l'IA générative, c'est à coût de dizaines de milliards. Alors que nous, on rassemble quelques centaines de millions qu'ils investissent. Donc effectivement, il y a un énorme décalage. En même temps, on se rend compte que le fait de ne pas avoir de prérogatives régaliennes, c'est-à-dire c'est pas un État, ça les rend quand même assez dépendants de l'État dans lequel ils habitent, entre guillemets, dans lequel ils sont enregistrés. Ça peut être les États-Unis, ça peut être la Chine. Donc finalement, ils sont un peu corollaires, ils font partie d'une stratégie géopolitique plus large. Et nous, Européens, qui n'avons pas de grands champions comme ça, le danger, c'est qu'on soit un marché alors que les autres sont des acteurs. Donc il faut qu'on se débrouille pour exister dans ce monde-là. Et en parallèle, la difficulté, c'est qu'on voit qu'un certain nombre d'États essaient de ressembler à ces plateformes. Il y a ce qu'on appelle la plateformisation de l'État. Le problème, c'est que si l'État est une plateforme, vous êtes un usager. Et un usager, finalement, il peut changer de plateforme. Et au bout d'un moment, ça donne ce que dit Houellebecq, c'est l'État dans lequel j'habite, c'est comme un hôtel. Quand il me plaît plus, j'en change. Qu'est-ce qu'on crée comme projet de société? Qu'est-ce qu'on crée comme identité nationale, comme discours national, si on est comme ça à l'affût du mieux-disant? C'est la vraie question. Alors vous évoquiez, Eric, en introduction également le travail et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, la démocratisation de cette intelligence artificielle, on le voit avec ChatGPT notamment, va bouleverser le monde du travail. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une place pour tout le monde dans le monde du travail de demain, ou alors cette fracture sociale va s'amplifier ? Alors ça, c'est la grande question à laquelle, on va dire, pour le moment, personne n'a de réponse. Ce qu'on peut dire en regardant un peu dans le rétroviseur, c'est que toutes les révolutions industrielles passées ont trouvé une forme d'équilibre et au final, on a vu le niveau de vie d'ensemble de la population augmenter. Donc on a eu la révolution industrielle, l'arrivée de l'électricité, l'automatisation, etc. Chaque fois, il y a eu des bouleversements, chaque fois, il y a eu des perdants à court terme, mais on s'en est quand même plutôt bien sorti. Là, ces révolutions arrivent de plus en plus rapidement. La question, c'est comment est-ce que certains, les jeunes par exemple, qui arrivent en ce moment sur le marché du travail, vont pouvoir changer 3-4 fois dans leur carrière radicalement de métier. Et c'est vrai qu'on voit que le problème de l'IA générative, c'est qu'elle fait très bien tout ce que font les cols blancs, comme les robots font très bien ce que faisait l'école bleue. Donc à un moment, le danger, c'est que petit à petit, il n'y ait plus de middle management, qu'il y ait toute une partie des professions qui disparaissent ou disparaissent largement. Moi, je vois deux gros enjeux. C'est comment on recase, entre guillemets, comment on forme, comment on travaille sur l'employabilité de tous ceux qui vont se trouver un peu laissés pour compte. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on forme. Parce que si on dit qu'on n'a pas besoin, par exemple, de jeunes journalistes, de jeunes avocats, de jeunes comptables, parce que ça, la machine le fait très bien, mais on a quand même besoin de ceux qui sont expérimentés. Comment est-ce qu'on devient expérimenté quand on n'est pas passé par junior? Ça, c'est un peu la question. Tout à fait. Alors derrière ça, il y a la notion de performance, parce que ces applications nous permettent aussi d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Là aussi, est-ce que tout le monde est fait pour de la performance et qu'il y a des gens qui ont d'autres buts dans la vie que d'être dans l'hyper-performance et plutôt quelque chose de plus qualitatif, de plus humaniste? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la performance. Ce qu'on voit, c'est que la génération Z ne considère pas, sans faire de généralité, mais la valeur travail comme un absolu. Et on voit qu'effectivement, un certain nombre de jeunes entrent sur le marché du travail en disant « moi, j'ai aussi envie d'avoir une vie par ailleurs, je vais pas y consacrer trop de temps, etc. » Après, la grosse difficulté, c'est que la performance, c'est aussi une capacité à se rendre indispensable dans l'entreprise, dans la société, à contribuer. Donc il y a une dimension très légitime parce que contribuer à la société, c'est important. Et après, ne pas contribuer seulement à enrichir des actionnaires, ça, on peut comprendre qu'ils en aient assez. Ce qu'on voit, c'est que l'IA générative, elle va remplacer toutes les petites tâches automatiques qui finalement occupent une grande partie de nos concitoyens. Alors certains vont voir ça comme un avantage, certains vont voir ça comme un inconvénient. L'avantage, c'est pour tous ceux qui sont créatifs, qui vont dire enfin j'arrête l'administratif. Et puis il y a quand même des gens qui ont besoin d'avoir un peu des routines dans leur vie. Pour cela, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on voit que encore il n'y a pas si longtemps que ça, on disait si vous voulez ne jamais être en concurrence avec l'IA, ayez un métier créatif.
En fait, maintenant, l'IA, elle est capable de créer des images, de créer des textes, donc finalement, de les fabriquer ou de les concevoir. Donc finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on se rend compte que les cartes vont être beaucoup plus rebattues qu'on l'imaginait. Mais à vous écouter, on a le sentiment qu'il va y avoir effectivement ces gens qui contribuent à créer de la valeur, et puis toute une frange de la population qui, j'insiste là-dessus, n'est pas programmée dessus. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont être condamnées à avoir un revenu de base comment vous voyez un petit peu cette démographie? Alors, c'est intéressant de voir qu'un certain nombre de patrons de la Silicon Valley travaillent sur le revenu universel en pensant qu'on aura toujours besoin des gens pour qu'ils consomment, mais pas forcément pour qu'ils produisent. Moi, ça m'inquiète beaucoup d'avoir une société qui soit au bénéfice des humains, mais qui soit pas forgée par les humains. Il faut qu'on puisse contribuer, que chacun puisse contribuer à la société. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est un danger. Le danger que je vois aussi, c'est que qui va apporter ce revenu universel? Si c'est les États, ça veut dire que beaucoup d'entreprises vont devoir payer beaucoup plus d'impôts. Si ce sont les entreprises, est-ce que vous avez envie d'être payé par une grande entreprise étrangère pour ne rien faire, on va dire juste pour exister? Ça, c'est une vraie difficulté. Éric, je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver. On retrouvera également Clémentine Piazza, une entrepreneuse qui révolutionne les codes des services funéraires. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et on se retrouve dans le numérique pour tous avec Éric Salobir pour parler éthique et numérique. Éric, on va parler des données et de nos données précisément. 2024 va avoir l'avènement de ce que l'on appelle l'identité numérique, c'est-à-dire un portefeuille au niveau européen qui va posséder tous nos éléments les plus personnels en termes d'identité pour prouver d'ailleurs notre identité. J'ai envie de vous demander où la protection commence et où la surveillance s'arrête, ou vraiment que ça soit l'inverse. Quels sont les enjeux éthiques de ce portefeuille? Alors en fait, il ne faut pas oublier que l'identité, c'est pas juste de l'authentification, c'est pas juste pour entrer sur un site internet. L'identité, c'est la capacité d'être soi. Et cette identité, on la confie à quelqu'un, ça peut être un gouvernement, ça peut être une entreprise, c'est un choix qui est stratégique. Et là, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que il faut absolument pas qu'on fasse ce choix à la légère, il faut absolument qu'on choisisse un tiers de confiance qui va vraiment nous permettre de dévoiler seulement le minimum de données et de dévoiler les données quand on veut, qui va nous permettre une forme d'interopérabilité, c'est-à-dire on va pouvoir bouger, déplacer ces données. Quelque part, il faut qu'on ait la clé de notre propre identité. Il faut qu'à tout moment, on puisse décider de reprendre nos billes. Éric, on est dans une société de plus en plus individualiste, voire une société de solitude. Ce ChatGPT à qui on peut parler quelque part, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Vous n'avez pas l'impression qu'on va avoir un nouveau maître qui est orienté par des biais algorithmiques qui va conditionner notre pensée? Alors certains vont même jusqu'à dire que ça pourrait être un nouveau Dieu. La différence, c'est que Dieu, c'est censé être celui qui est tout autre, là où ces chatbots, ils sont censés nous ressembler, nous combler. Si vous avez vu le film Her, vous voyez à quel point, au bout d'un moment, il y a un repli de la personne sur elle-même à force de discuter avec une machine qui est juste faite pour lui renvoyer la parole. Et donc ça, le danger, c'est que petit à petit, on se coupe des autres. Ça, effectivement, c'est une vraie difficulté. Et puis qu'on perde un peu l'intolérance à la différence. Tout à l'heure, vous parliez des difficultés qu'on peut rencontrer dans la démocratie. À partir du moment où la moitié du temps, je discute avec des algorithmes qui me renvoient juste la réponse que j'ai envie d'entendre, quand je vais aller discuter, ne serait-ce qu'avec des membres de ma famille, des amis, voire des groupes qui sont opposés à ce que je pense, est-ce que ça va pas m'être complètement intolérable? Merci beaucoup, Éric Salobir. Sans transition, dans cette émission, nous recevons aujourd'hui en plateau une entrepreneuse qui a cassé les codes des rites funéraires avec une société qui s'appelle In Memory. Clémentine Piazza, bonjour. On est ravis également de vous avoir en plateau pour commencer cette année. Donc on le disait, l'offre religieuse en ligne vient compléter des pratiques ordinaires. C'est le cas notamment des pompes funèbres. Et vous avez décidé un petit peu de révolutionner ce secteur peut-être un peu endormi. C'est quoi la différence que vous proposez avec un service traditionnel ? Alors effectivement, In Memory, c'est une société de pompes funèbres radicalement différente. En fait, notre démarche, c'est de vraiment changer la nature du métier. Le métier de pompe funèbre, jusqu'ici, c'est un métier de commerçant, avec des boutiques, avec des promotions sur les monuments à la Toussaint. Et nous, notre volonté, c'est d'en faire un véritable métier de service à la personne. Et ça se traduit notamment par deux preuves. La première, c'est que
on a créé des lieux pour recevoir nos familles qu'on a complètement repensés. C'est-à-dire que plutôt qu'une agence ou une boutique ouverte sur la rue, on a créé ce qu'on appelle des maisons in memory, qui sont des lieux intimes, calmes, apaisants, dans lesquels nos conseillers vont tout expliquer à la famille et organiser les obsèques avec elle. Et puis la deuxième chose dont je peux vous parler, c'est évidemment l'accompagnement des familles. Peut-être que je peux traduire ça par un exemple marquant qui est que nos équipes ne sont pas commissionnées sur le chiffre d'affaires. Alors bien sûr, c'est évident pour accompagner avec justesse et empathie le deuil. Mais malheureusement, c'est une pratique qui est encore largement répandue sur le secteur. Et donc, je pense qu'il y a urgence à repenser le secteur des services funéraires pour que ce soit à la hauteur des attentes des familles en deuil. Alors, vous avez certes les maisons in memory, mais le numérique joue un rôle important dans votre société. Concrètement, comment il se positionne ? Alors, en fait, à l'origine, in memory, c'est un service d'hommage en ligne que j'ai créé en 2016 pour répondre à deux besoins. Le premier, c'est comment je communique les informations sur les obsèques le plus rapidement possible, puisqu'en France, on a 6 jours entre le décès et l'enterrement légalement. Donc il y a une urgence à prévenir toute la communauté de celles et ceux qui ont connu le défunt. Et le deuxième bénéfice du service, c'est que sur un espace en ligne, je peux à la fois trouver les informations sur les obsèques, mais je peux aussi raconter des souvenirs, partager des mots de soutien ou partager des photos. Donc concrètement, c'est un espace qui est privé, c'est-à-dire que si je tape le nom de la personne défunte avec in memory sur Google, je ne vais pas retrouver l'espace pour préserver l'intimité des familles, mais il suffit que quelqu'un de la famille me communique le lien pour que je puisse participer. Et à la fin, on a une véritable mosaïque de la vie vécue qui a une vraie valeur émotionnelle pour ce qui reste. Pour prolonger un peu la mémoire du défunt. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le déclencheur en fait ? Parce qu'on ne s'engage pas, c'est pas une vocation de travailler dans les pompes funèbres. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette aventure ? Alors je pense deux choses. D'abord un événement qui est que j'ai accompagné quelqu'un qui m'était très cher dans l'organisation d'obsèques difficiles. Donc je me suis retrouvée en première ligne dans l'organisation et j'étais assez choquée par un peu l'archaïsme des solutions, par les technologies juste avant. Et c'est vrai que pour n'importe quel événement festif, il y a plein de services pour prévenir, pour rassembler, pour communiquer. Et là, quand on fait face à la mort, il n'y avait rien d'approprié. Parce qu'évidemment, il faut que ces espaces ou ces outils soient dignes, soient respectueux des rites. Donc ça a commencé par ce premier choc et puis ensuite une autre raison qui je pense est une culture du prendre soin que je partage avec toute mon équipe et que je partage avec la grande famille des soignants qui est aussi cette volonté d'être utile face à la souffrance, d'être dans l'action pour faire en sorte que ces chemins difficiles soient un peu plus lumineux et voilà, ça je pense que ça me définit au même titre que toutes les équipes et in memory plus largement. La mort, c'est un mot qui fait peur, hein. On n'a pas envie de le prononcer, c'est presque un mot tabou. Quand on est une femme et qu'on développe une innovation dans ce domaine-là, ça n'a pas été difficile ? Vous avez rencontré des écueils ? Non, parce que je crois que je suis à ma place. Et en fait, c'est un tabou qui est subi par les Français et puis je pense plus largement dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'en parler. Donc quand on est capable d'avoir la discussion, de permettre cette communication... Voilà, avec des personnes en deuil qu'on peut croiser, avec celles et ceux qui ont besoin de raconter ces ruptures de vie, finalement les choses se font très naturellement. C'est ce qu'on voit sur un espace d'hommage où finalement beaucoup de gens manifestent, 200 personnes en moyenne par espace, et c'est ce qu'on voit aussi pendant nos rendez-vous avec les familles, où en fait quand on prend le temps de cette parole, elle se délie et elle est assez... magnifique parce qu'elle est en vérité, elle est juste par rapport à une histoire vécue, elle est juste par rapport à un proche. Et ensuite, notre responsabilité, c'est de permettre à cette famille de faire une cérémonie d'adieu qui ressemble à la personne et qui, j'espère, les apaisera sur le chemin du deuil. Donc ce sentiment de tristesse qu'on pourrait imaginer quand on s'engage dans un service de pompe funèbre, en fait, vous êtes au-dessus. Il y a une vraie vocation et il y a quelque chose de plus qui anime les gens qui travaillent à vos côtés ? Oui, c'est une vraie vocation. Ça, c'est certain. On a un sentiment de responsabilité. C'est vraiment pas un métier neutre. C'est une vraie responsabilité, d'accueillir des souhaits, des dernières volontés, de faire en sorte que ce temps de l'adieu corresponde au rite, soit juste pour une famille et un défunt.
Et puis aussi beaucoup de reconnaissance pour ces moments de vérité vécus ensemble, pour ces moments de chaleur humaine aussi, puisque face à la souffrance, il y a aussi la chaleur humaine. Et ça nous porte au quotidien, la reconnaissance des familles. C'était important pour nous d'en parler en ce début d'année. Je rappelle donc inmemory.com et vous aurez toutes les informations. Éric, pour conclure, je m'adresse à l'homme de foi. Quand vous entendez effectivement que le numérique permet de développer des éléments qui rapprochent de l'essentiel, quel regard vous portez justement sur cette distanciation qu'on peut avoir avec le numérique pour l'appréhender différemment ? Alors, je pense que ce qui est très beau, c'est justement tout ce qui va permettre de rapprocher les personnes dans un moment difficile qui est celui du deuil. On voit par ailleurs d'autres services, on appelle ça deathbots, c'est-à-dire des chatbots qui permettent de simuler la présence d'un être cher qui est disparu. Le danger que je vois un peu, c'est que ça peut aussi ralentir le processus de deuil. L'idée, c'est de se dire qu'il faut garder une bonne image, mais aussi il faut soigner, accompagner ceux qui sont en processus de deuil, et il faut les aider en se disant que moi, en tant que personne de foi, je suis persuadé qu'il existe quelque chose après, et que donc la mort n'est pas une fin, la mort n'est pas seulement ténébreuse, et la question c'est comment est-ce qu'on va ensemble vers cette lumière. Éric, le mot de la fin, si on doit prendre une résolution par rapport à nos comportements numériques en ce début d'année ? Moi, je dirais moins et mieux, c'est-à-dire apprendre à se déconnecter et en même temps choisir de façon judicieuse les bons services, parce qu'ils sont très nombreux en ligne, qui nous permettent de nous connecter, d'être efficaces, d'être bien. Moins et mieux, on restera là-dessus. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.